le contrat et les tiers. J'explique avant que vous ne commenciez à prendre des notes. Vous avez déjà vu, certainement hier ou avant-hier, le contrat et les parties. C'est-à-dire, vous avez dû étudier que lorsque le contrat est légalement formé, il crée entre les parties un lien irrévocable. Article 96 du COCC. Cela signifie quoi? Que lorsque le contrat est formé, les parties sont tenues de l'exécuter. Mais seulement les parties. C'est-à-dire les personnes qui elles-mêmes ont conclu le contrat en leur nom et pour leur compte. Mais on assimile aux parties leurs ayants cause universels et à titre universel. On y joint aussi les personnes qui se sont faites représenter. Parce que la représentation permet à ce qu'une personne agisse au nom et pour le compte d'autrui. Toutes ces personnes-là sont tenues de respecter le contrat, de l'exécuter, et cela on appelle le principe de la force obligatoire du contrat. Maintenant, nous sommes en train de voir, où nous voulons étudier le principe inverse. Le contrat et les tiers, qui est gouverné par un principe inverse, c'est le principe de la relativité des conventions. Donc, vous pouvez prendre note. L'étude du contrat et des tiers, ces deux alinéas, traduisent l'idée que le contrat a un effet relatif à des tiers. C'est pourquoi on dit, j'explique, c'est pourquoi on dit que le contrat à l'égard des tiers a un effet relatif. Principe de la relativité des conventions qu'on oppose au type de la force obligatoire du contrat. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire ceci. Ça veut dire un type ne peut devenir créancier en vertu d'un contrat auquel il n'a pas participé. Si vous achetez une bouteille de boisson chez Dem, le vendeur de boisson là, moi, je vais acheter une bouteille de boisson chez Dem, mais en quoi ça vous concerne vous? Dem ne peut pas vous demander de payer ma bouteille de boisson parce que vous êtes un tiers. Donc le principe, c'est que personne ne peut être créancier par la grâce d'un contrat s'il n'a pas conclu le contrat. Vous avez compris ça? Mais dans le sens opposé, personne ne peut être débiteur par la vertu d'un contrat qu'il n'a pas conclu. Vous ne pouvez être ni créancier, ni débiteur par le fait d'un contrat que vous n'avez pas conclu. C'est ce qu'on appelle le principe de la relativité des conventions, c'est que le contrat a un effet relatif, il ne s'impose qu'aux parties, mais il ne s'impose pas aux tiers, parce que justement, ce sont des tiers. Ils ne peuvent être ni créanciers, ni débiteurs. Vous avez compris ça? Mais ça, c'est la première règle de la relativité. Il y en a une seconde, ce qu'on appelle l'opposabilité du contrat. Parce que l'article 110 alinéa 2 dit, vous l'avez pris, cependant, le contrat leur est opposable dans la mesure où il crée une situation juridique que les tiers ne peuvent pas connaître. J'explique ce que ça veut dire. Le contrat leur est opposable dans la mesure où il crée une situation juridique qu'ils ne peuvent pas connaître. Supposons que vous décidez d'organiser une soirée pour l'adhésion à un droit. Vous signez un contrat de prestation de service avec Youssou Ndour pour qu'il vienne animer la soirée. Et la FASEC
La FASEC, vous payez Youssou Ndour 800 000. La FASEC va avoir Youssou Ndour et lui paie 700 000 ou 1 million. Alors que Youssou Ndour était déjà engagé avec vous. Le fait que la FASEC fasse la même offre à Youssou Ndour pour le détourner du contrat qu'il a déjà conclu engage sa responsabilité. Lui, la FASEC, elle est tiers. Elle n'a pas signé de contrat avec Youssou, c'est vous qui avez signé, mais le fait qu'elle soit intervenue pour détourner Youssou Ndour à ne pas exécuter son contrat engage sa responsabilité au même titre que celle de Youssou Ndour. Là, on dit que le contrat est opposable au tiers, la FASEC est un tiers, mais le contrat lui opposable, elle ne peut pas méconnaître le contrat qui existe entre la fac de droit de Jemani et Youssou Ndour. Cela, on dit, le contrat est opposable à la FASEC. La FASEC ne peut pas méconnaître qu'il y a un contrat entre la deuxième année et Youssou Ndour. Ça, on l'appelle le contrat est opposable au tiers. Mais le contrat peut aussi être opposable par les tiers. C'est la deuxième sous-variante. C'est-à-dire qu'un tiers peut invoquer l'existence d'un contrat pour en tirer profit. Je reprends. L'opposabilité du contrat au tiers, c'est que le tiers, bien qu'il soit tiers, il est tenu de respecter un contrat qui est déjà conclu. On dit que le contrat, lui, est opposable. Mais le contrat est aussi opposable par les tiers dans le sens où un tiers peut invoquer un contrat auquel il n'est pas parti pour en tirer profit, pour en tirer avantage. Cela, on l'appelle l'opposabilité du contrat par les tiers. Un tiers invoque un contrat qui existe pour en tirer avantage. Je vais essayer de donner un exemple en dehors du droit des obligations. Supposons qu'on vous dise que pour être salarié, il faut un contrat de travail entre un employeur et son salarié. D'accord. Mais on sait que lorsque un salarié, dans l'exécution de son travail, cause à autrui un dommage, autrui peut engager la responsabilité de l'employeur parce qu'il va dire qu'entre X et Y, il y a un contrat de travail et par le fait de ce contrat, il y a un rapport de salariat. Moi, le tiers, j'invoque directement la responsabilité de l'employeur. Le tiers donc a invoqué un contrat auquel il n'est pas parti pour en tirer profit. Dans ce cas, on dit que le contrat est opposable par les tiers. Alors que dans le premier cas, le contrat est opposable aux tiers parce que les tiers sont obligés de reconnaître l'existence d'un contrat, ils ne peuvent pas le méconnaître. Tel est schématiquement résumé ce qu'on appelle le principe de la relativité des conventions. Un tiers ne peut être ni créancier ni débiteur en vertu d'un contrat qu'il n'a pas conclu, mais le contrat est opposable au tiers parce que le tiers est obligé de respecter un contrat qui est déjà conclu. Le contrat est opposable par les tiers parce qu'un tiers peut invoquer un contrat pour éventuellement en tirer avantage. Ce sont les multiples facettes de la relativité des conventions. Vous avez compris ça? Ok? Mais si ça, c'est le principe, j'anticipe pour ce qui reste. Il faut savoir qu'est-ce qu'un tiers, qui est tiers. Parce que comme le contrat ne s'impose pas au tiers, comme le contrat ne peut pas rendre un tiers ni créancier ni débiteur, comme le contrat est opposable au tiers et par les tiers, il y a lieu de savoir, mais qu'est-ce qui est tiers? Qui est un tiers? C'est le problème de l'identification des tiers. Dans l'exemple que j'ai donné, quand je vais acheter une bouteille de boisson chez Dem, vous, le contrat d'achat que j'ai avec Dem, ça vous concerne en aucune façon, ni de façon directe, ni de façon indirecte. On dit que vous êtes un tiers absolu. Ça vous laisse totalement indifférent que j'achète une bouteille de boisson. Ce tiers-là, c'est un tiers absolu parce qu'il n'a aucun lien, ni de près, ni de loin, avec le contrat qui a été conclu. Cela, on l'appelle le tiers absolu ou le penitus extraneus. Le contrat le laisse totalement indifférent. Que j'aille acheter une bouteille de boisson, que j'ai acheté un mouchoir avec Dem, entre Dem et moi il y a un contrat, mais vous, quel est votre problème dedans? Absolument rien. Donc Dem ne peut pas dire, Y est payé le mouchoir de Génial, comme moi je vous pense imposer de payer mon mouchoir, parce que ça ne vous concerne en rien, vous êtes un tiers absolu. D'accord? Il y a cela qui est identifiable là, parce que ça on le sait, il n'a aucun rapport. Mais il y a des tiers qui sont dans des situations particulières. Supposons que je vous prête 100 000. Je vous prête 100 000, mais dans le même temps, je dois à la demoiselle qui est à côté 100 000. Ok? Mais par rapport au contrat qui nous lie,
La demoiselle est un tiers. La demoiselle ne peut pas vous exiger les 100 000 que vous me devez. Mais elle a intérêt à ce que vous me payez mes 100 000. Parce que si vous me payez, elle peut réclamer ces 100 000. Vous avez compris ça? Ce tiers-là, on peut estimer qu'il a intérêt à ce que le contrat qui me lie avec vous soit exécuté. Parce que si vous me payez mes 100 000, il peut récupérer mes 100 000. Il me donne mes 100 000 francs. Mais si moi je ne fais rien, vous me devez 100 000 payables le 1er mai. Elle, je lui dois 100 000 payables le 1er mai. Je ne vous demande pas de me payer le 1er mai. Elle, qui est un tiers, on lui demande d'agir directement contre vous pour que vous me payiez, pour qu'elle soit payée. Cela, on l'appelle l'action oblique. J'explique. Mademoiselle, par rapport au contrat de prêt qui me lie avec Y, est un tiers. Vous avez compris ça? Mais moi, je suis débiteur de mademoiselle pour 100 000. Je dois payer à mademoiselle ces 100 000 le 1er mai. Mon débiteur là doit me payer 100 000. Mais arrivé le 1er mai, je croise les bras. Je ne demande pas. Parce que c'est mon ami, je ne veux pas l'embêter. Je ne lui demande pas mes 100 000. Mais elle a besoin de ces 100 000. Il dit, soit je suis tiers au contrat qui lie M. Ndiaye et M. Y. Bien qu'étant tiers, la loi permet à ce créancier-là, chirographaire, d'agir directement contre le débiteur de son débiteur pour l'amener à s'exécuter. Vous avez compris? Parce que si Y me paie mes 100 000, elle pourra récupérer les 100 000. Mais c'est un tiers pourtant. Le tiers de contrat ne peut être ni créancier ni débiteur, mais ce tiers-là a quelque intérêt à ce que je sois payé, parce que si je ne suis pas payé, je suis passif, je suis oisif, je n'agis pas, elle peut agir à ma place contre mon débiteur pour l'amener à s'exécuter, et s'il s'exécute, elle récupère ses 100 000, elle va me donner les 100 000. Vous avez compris ça? Donc il y a des tiers, le créancier chirographaire est un tiers, mais c'est un tiers particulier parce qu'il est intéressé par mon patrimoine. Si mon patrimoine est consistant, il peut récupérer ces 100 000. Si je ne fais rien pour récupérer ce qui m'est dû, elle peut le faire à ma place pour qu'on me paye, pour qu'elle soit payée. Vous avez compris ça? Je donne un autre exemple. Avec la même demoiselle. Moi j'ai un poste téléviseur qui vaut 100 000. Elle, je lui dois 100 000. Je dois payer le 1er mai. Si le 1er mai arrive, elle me demande de payer 100 000, je n'ai pas 5 000. La loi lui donne le droit de saisir mon poste téléviseur et de le vendre. Ok? Pour se faire payer sur le produit de la vente. Alors, supposons que, pour éviter qu'elle ne saisisse mon poste téléviseur, le 29 avril, je prends le poste téléviseur, je le donne à Arthur. Quand elle arrive, il n'y a rien. À l'impossible d'une détenue. Mais j'ai fraudé à ses droits. La loi lui permet d'agir directement pour annuler la donation intervenue. Pourquoi qu'il y a annulation, rétroactivité, je récupère le poste téléviseur, elle saisit le poste téléviseur, elle vend. Ça, on l'appelle l'action polienne. L'action qui a pour but d'annuler les actes frauduleux du créancier, du débiteur, pour permettre au créancier de récupérer ce qui lui est dû. Pourtant, elle est un tiers au contrat qui me lie avec ma sœur. Mais comme pour préserver ses intérêts, la loi lui donne une possibilité d'agir, l'action polienne qui permet d'annuler un contrat ou un acte frauduleux, parce que quand il y a annulation, le poste téléviseur que j'ai donné à ma sœur va retrouver dans mon patrimoine, elle pourra le faire saisir, le vendre et se faire payer. Vous avez compris ça? Donc, si je résume, il y a les tiers absolus. Il y a des créanciers chirographaires, mais il y a un autre tiers qu'on appelle l'ayant cause à titre particulier. L'ayant cause à titre particulier, première année de droit, c'est celui qui reçoit un droit ou un bien déterminé de son auteur. Pour être concret, supposons que vous louez une chambre à face. Les petites chambres de face qu'on loue à 20 000. Vous êtes étudiante en deuxième année, vous avez loué une chambre à 20 000. Pour l'année universitaire, qui va avec notre calendrier décalé jusqu'au mois de novembre-décembre. Entre-temps, le propriétaire de l'immeuble vend l'immeuble loué à Y, le nouveau propriétaire. Le nouveau propriétaire, il n'a pas signé de contrat de bail avec vous. Comme la relativité des conventions signifie un tiers ne peut être ni créancier ni débiteur, la logique voudrait que vous sortez de sa maison. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous louez une chambre à face.
pour toute l'année universitaire. Vous avez déjà payé, supposons que vous avez payé toute l'année. Et le propriétaire de l'immeuble le vend à un tiers, qui devient le nouveau propriétaire. Entre vous et le nouveau propriétaire, il n'y a pas de contrat. Donc le nouveau propriétaire, c'est un tiers par rapport au contrat de bail que vous aviez conclu avant. Or, si on applique le principe de la relativité des conventions, ça signifie que vous allez sortir de son immeuble. Parce que lui, le nouveau propriétaire, il n'a jamais conclu un contrat de bail avec vous. Vous avez compris ça? La loi lui permet, dans ce cas, à titre exceptionnel, lorsque le bail à date certaine, de maintenir, lorsqu'il y a un immeuble loué qui a été vendu, le nouvel acquéreur propriétaire est obligé de continuer le bail conclu par l'étudiant jusqu'à la fin. Or, il n'a pas conclu. Vous avez compris ça? Le nouveau propriétaire d'un immeuble loué est obligé de continuer le bail qu'il a trouvé, qui est conclu par un étudiant, pas avec lui, mais avec l'autre. Il est obligé de maintenir le bail jusqu'à la fin du contrat de bail parce que la loi l'a prévu expressément. Si la loi ne l'avait pas prévu, on aurait appliqué le principe de la relativité des conventions. Il ne peut être ni créancier ni débiteur, donc la demoiselle sort de l'hublot. Vous avez compris ça? C'est rapide. Je reviens. Pourtant, je fais tout pour que vous compreniez. Lorsque vous louez une chambre à face pour 20 000 francs, disons à M. Tal, M. Tal, le propriétaire de l'immeuble, décide un beau jour, après le contrat de vente, de vendre son immeuble à M. Ndiaye. Entre M. Ndiaye et vous, il n'y a aucun contrat. Si on applique le principe de la relativité de convention, le contrat ne peut rendre un tiers ni créancier ni débiteur, ça signifie que vous, étudiants qui avez loué avec M. Tal, du fait de la vente de l'immeuble intervenu, vous n'avez plus aucun rapport avec le nouvel acquéreur qui est en droit de vous dire sortez de ma maison. Vous avez compris ça? Pour éviter ça, la loi dit, dans ce cas particulier, le nouvel acquéreur, nouveau propriétaire est tenu de respecter le contrat de bail conclu par son prédécesseur, alors que c'était un tiers. Vous avez compris ça? Si je prends un exemple sur le droit du travail, supposons qu'une entreprise occupe 100 salariés et que l'employeur décide de vendre l'entreprise. Le nouvel employeur, celui qui a acheté l'entreprise, n'a jamais signé de contrat avec les 100 salariés. Si on applique la force obligatoire, la relativité du convention, ça dit que tous les salariés perdent leur emploi en vertu de cette cession d'entreprise. Vous avez compris? La loi dit non, parce qu'il s'agit d'emploi, article L66 du Code du travail, lorsqu'il y a modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente, fusion, succession, transformation de fonds, les contrats de travail en cours se maintiennent avec le nouvel employeur, comme si la modification n'était pas intervenue. Mais là aussi, le droit du travail à partir d'une dérogation au principe de la relativité des conventions, parce qu'un ayant cause à titre particulier va être obligé de respecter un contrat qu'il n'a pas conclu. Vous avez compris? Alors, il y a ensuite j'explique, j'explique, et ça c'est relativement récent. Si on prend des exemples terre à terre, supposons que je vende mon véhicule à M. Faye, que M. Faye le vende à Ablaye Dieye, que Ablaye Dieye le vende à l'assesseur. Sur le même véhicule, il y a eu plusieurs ventes successives. D'accord. Supposons que le dernier acquéreur du véhicule, l'assesseur, Bachir, se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le véhicule. En principe, s'il agit, il agit contre M. Dieye. Ce n'est pas mon problème, moi. Moi, j'ai signé avec Faye. Faye a vendu à Dieye, Dieye a vendu à Bachir. Moi, je suis dans 3 contrats qui portent sur la même chose. Il y a une succession de contrats. Moi, je suis tiers par rapport à Bachir. Bachir ne peut rien théoriquement contre moi.
S'il a à se plaindre, il se plaint vis-à-vis de Dieu. Si Dieu est à se plaindre, il se plaint vis-à-vis de Faye. Seul Faye peut se plaindre vis-à-vis de moi. Et supposons que le vice provienne de moi. Donc il aurait fallu que Bachir intente une action contre Dieu, que Dieu intente une action contre Faye, et que Faye intente une action contre moi. C'est trop loin ça. En France, il y a une certaine jurisprudence qui a estimé dans les chaînes de contrats ou dans les groupes de contrats, les parties extrêmes peuvent agir l'une contre l'autre. Alors qu'il y a entre elles aucun lien. On aurait permis, quand il y a un groupe de contrat, qu'une partie extrême, le dernier maillon de la chaîne, puisse agir directement contre moi. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors qu'entre moi et le dernier, il n'y a aucun contrat. Dans ce cas, est-ce que le dernier maillon est toujours un tiers si on lui permet de s'immiscer dans un rapport contractuel pour se diriger contre moi directement? Vous avez compris ça? C'est pour dire que parfois, l'identification du tiers peut poser problème. Et ce contrat dont je vous ai dit, qui porte sur la même chose, le véhicule, que ce soit à Faye, qui va à Gay, qui va à l'assesseur là, ça aurait pu être autre chose. Je peux partir à la banque, emprunter 20 millions pour construire une maison. Je fais un contrat avec un architecte qui me fait le plan. L'architecte prend contact avec un entrepreneur qui fait les gros travaux. Le gros travaux, l'entrepreneur prend des artisans qui font la finition, etc. Il y a un ensemble de contrats. Mais moi, je ne suis pas lié avec le dernier. Pourtant, en France, on a permis pendant un certain temps que le dernier maillon de la chaîne puisse agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, bien qu'il soit un tiers, avant que la Cour de cassation ne revienne à une orthodoxie beaucoup plus nette en disant que ce n'est pas possible. Il y a relativité des conventions, ce n'est pas possible, sauf dans certaines hypothèses, il faut distinguer selon que ça emporte transfert de propriété ou non. Mais ça, c'est plus technique, vous le verrez certainement en TD ou quand vous allez en troisième ou quatrième année. Mais c'est pour dire que parfois, il n'est pas facile de savoir qui est un tiers. Parce qu'il peut y avoir des tiers qui viennent en cours de contrat. Je peux avoir un contrat et le céder à quelqu'un. La session de contrat, je ne crois pas qu'il l'ait vu, la session de contrat. C'est-à-dire, Faye me doit 100 000. Moi, je dis à l'assesseur, Faye me doit 100 000, payable le 1er mai. Le 1er mai, c'est loin. Moi, j'ai besoin de 100 000 tout de suite là, parce qu'il me faut payer ma facture d'électricité là. Je vois l'assesseur, je lui dis, je vous vends les 100 000 que Faye me doit. Je vous vends le contrat, cession de contrat. L'assesseur me donne immédiatement, disons, comme moi j'ai besoin d'argent, je lui dis, je lui vends ma créance à 80 000, alors que Faye me doit 100 000. L'assesseur me donne 80 000, je règle mes problèmes. Et l'assesseur reste avec Faye, mais il attendra jusqu'au 1er mai pour percevoir ses 100 000. Mais moi, j'ai résolu immédiatement mon problème. Mon problème, c'est 80 000 pour payer la facture d'eau et d'électricité. J'ai cédé le contrat. La cession de contrat fait de l'assesseur un nouveau contractant vis-à-vis de Faye. Il est devenu partie au contrat parce que le patron antérieur n'existe plus. Vous avez compris ça? Donc, il y a des hypothèses dans lesquelles ce n'est pas évident d'identifier qui est tiers ou qui ne l'est pas, mais le principe demeure que lorsque il s'agit de tiers identifiés, c'est le principe de la relativité des contrats qui joue. Un tiers ne peut être ni créancier ni débiteur en vertu d'un contrat qu'il n'a pas conclu, mais le contrat est opposable aux tiers qui doivent le respecter. Le contrat est opposable par les tiers qui peuvent l'invoquer le cas échéant pour en tirer avantage. Vous avez compris? Si c'est ça le principe, mais à tous les principes, même la loi le dit, la loi dit le contrat ne produit d'obligation pour les tiers que dans les cas prévus par la loi. Donc il y a des cas dans lesquels le tiers peut être créancier ou débiteur, parce que la loi l'a dit là. La loi dit, article 110 alinéa 1, le contrat ne produit d'obligation pour les tiers que dans les cas prévus par la loi. Donc il y a des cas où la loi a prévu que le tiers peut être créancier ou débiteur. Ok? Donc, c'est pourquoi en droit, généralement, il y a un principe, et le principe est toujours assorti d'exceptions. Le principe, c'est le principe de la relativité. Les exceptions, on en parle. J'explique, ensuite on prendra l'autre. Alors, on a dit qu'un tiers ne peut être ni créancier ni débiteur en vertu d'un contrat qu'il n'a pas conclu. Mais il y a un cas prévu expressément par la loi qu'on appelle la stipulation pour autrui. La stipulation pour autrui est une exception au principe de la relativité des conventions. J'explique. Mais l'explication la plus au ras du sol que tout le monde peut
comprendre. C'est le contrat d'assurance vie. Je signe une police d'assurance avec une compagnie d'assurance supposant la prévoyance assurance. En vertu de cette convention, la prévoyance assurance s'engage à verser à ma femme ou à mon fils une certaine somme à mon décès. Je reprends. Je signe ce qu'on appelle une police d'assurance vie avec la prévoyance assurance. En vertu de cette convention, en cas de décès, la prévoyance s'engage à verser à ma veuve ou à mon fils une certaine somme d'argent, disons 50 millions. Mon fils ou ma femme, on les appelle les bénéficiaires, les tiers bénéficiaires. Moi et l'APA, nous sommes les contractants. Moi, je suis le stipulant. Le promettant, c'est la prévoyance d'assurance. Donc, dans la stipulation pour autrui, le promettant s'engage auprès du stipulant qu'il va exécuter une prestation déterminée au profit d'un tiers, au bénéfice d'un tiers désigné ma femme ou mes enfants. Ce tiers-là, ma femme ou mes enfants, deviennent directement créanciers de la compagnie d'assurance alors qu'ils n'ont signé aucun contrat avec elle. Mon fils et ma femme deviennent des créanciers de la compagnie d'assurance alors qu'ils n'ont signé aucun contrat avec elle. Ils deviennent créanciers. Donc c'est une dérogation à la relativité des conventions parce que des tiers vont devenir les créanciers d'un débiteur avec qui ils n'ont aucun rapport contractuel. Vous avez compris ça? C'est pourquoi on dit que la stipulation pour autrui est véritablement une exception parce qu'un tiers devient créancier d'une des parties au contrat alors que ce tiers est absolument un tiers. Alors, c'est d'autant plus remarquable que les droits de mon fils et de ma veuve ne sont censés jamais m'appartenir. Ils sont censés les appartenir directement depuis la création, depuis la conclusion du contrat. Ça signifie quoi concrètement? Supposons que je dois à mademoiselle 40 millions. J'ai signé une police d'assurance, en cas de décès, ma veuve et mon fils auront 50 millions. Si je décède, mademoiselle ne peut pas prétendre avoir droit à ces 50 millions parce que ces 50 millions ne m'ont jamais appartenu, ils ne vont pas dans mon patrimoine. Ils ont appartenu dès le départ à ma femme et à mon fils. Vous comprenez ça? Donc des tiers vont devenir automatiquement créanciers en vertu d'un contrat qu'ils n'ont pas conclu. C'est en cela qu'on dit que la stipulation pour autrui est une exception à la relativité des conventions parce que des tiers deviennent créanciers de l'une des parties au contrat. Il faut certes que la stipulation soit acceptée, mais une fois qu'elle est acceptée, on ne peut plus revenir dessus. Elle devient irrévocable. Lorsque ma femme et mon fils ont accepté la stipulation que j'ai faite en leur faveur, on ne peut plus revenir dessus. La stipulation est devenue irrévocable. Donc ma femme et mon fils sont les créanciers directs de la compagnie d'assurance, alors que ce sont des tiers. Mais encore faudrait-il que moi-même je respecte mes engagements. J'ai payé une certaine somme tous les mois, mensuellement, parce que c'est ça qui nous lie entre moi et la compagnie. Et si par extraordinaire, je n'avais pas payé ce que je devais à la compagnie d'assurance peut dire à mon épouse et à mon enfant, je ne paie que dans la limite parce que le stipulant n'a jamais respecté ses engagements. C'est pourquoi on dit, le promettant peut opposer au stipulant, au bénéficiaire, les exceptions qu'il aurait pu opposer au promettant, au stipulant. La compagnie d'assurance peut opposer à ma femme et à mon fils les exceptions qu'elle aurait pu m'opposer si j'étais vivant, parce que moi, je n'ai pas respecté mes engagements. Ok? Vous avez compris ça? Il y a une autre catégorie qu'on appelle aussi, mais c'est peut-être par habit de langage, la promesse de porte-fort. Promesse de porte-fort. M. Faye dit à M. s'engage auprès de M. Ablaye Dieye que je vendrai à M. Dieye mon véhicule. Faye, prof de droit pénal, dit au prof de droit administratif ou constitutionnel, lui il s'engage avec Ablaye Dieye que M. Ndiaye lui vendra son véhicule. Ce qu'on appelle la promesse de porte-fort. Il s'engage avec Ablaye Dieye que moi je vendrai à Ablaye Dieye mon véhicule.
De deux choses l'une. Soit je vends à Ablaye mon véhicule, mais je ne suis plus un tiers. Quand je décide, comme l'a fait engagé Faye, de vendre mon véhicule à Ablaye, c'est que je suis devenu parti au contrat. Je vais vendre à Ablaye mon véhicule. Mais dans l'hypothèse où je dis je ne vends pas mon véhicule à Ablaye, mais c'est Faye qui est tenu vis-à-vis d'Ablaye, pas moi. Parce que moi je suis un tiers. Je le prends. Monsieur Faye va voir le prof Ablaye pour lui dire je m'engage que M. Ndiaye vous vendra son véhicule. Donc entre Faye et Ablaye, il y a un contrat. Moi, je n'ai jamais promis que je vends mon véhicule. C'est Faye qui a promis à Ablaye. De deux choses l'une. Faye m'en parle, je dis ok, je vends mon véhicule à Ablaye. Mais dans ce cas, je signe un contrat de vente avec Ablaye. Je suis parti au contrat. D'accord? Deuxième hypothèse, j'ai dit à M. Faye, je ne vends pas mon véhicule. Dans ce cas, c'est Faye qui a des problèmes avec Ablaye. Dans les deux cas, soit j'accepte la promesse de portefeuille, je deviens parti au contrat. Donc il n'y a pas d'exception véritable. Soit je refuse de vendre mon véhicule, je ne suis pas tenu, c'est Faye qui est tenu. En aucun cas, moi, je ne peux être engagé si je n'ai pas accepté la promesse qui est faite à moi. C'est pourquoi moi, je suis de ceux qui croient que la promesse de portefeuille n'est pas véritablement une exception. Parce que dans les deux cas, soit je paie, je décide de vendre, je deviens parti au contrat, soit je refuse de vendre, c'est Faye qui a signé, qui est engagé, pas moi. Vous avez compris? Monsieur le professeur, voilà schématiquement ce qu'il aurait fallu comprendre avec le principe de la relativité des conventions. Maintenant, je crois qu'on peut y aller doucement pour prendre note. Ok? Vous n'êtes pas tenu aussi de payer la boisson. Vous ne pouvez être ni créancier, merci, vous ne pouvez être ni créancier, ni débiteur. Le contrat ne peut ni profiter, ni nuire au tiers. D'accord? Ça, ce sont les deux aspects. Le troisième aspect, vous ajoutez, le troisième aspect, je vous prête 100 000 sans garantie, ou bien vous me prêtez 100 000 sans aucune garantie. Moi, j'ai d'autres dettes. Y m'a prêté 80 000, Z m'a prêté 20 000. Toutes les trois dettes sont payables le 1er mai. En principe, celui qui arrive en premier, c'est payé. C'est le prix de la course. Si c'est monsieur à qui je dois 100 000 qui arrive en premier, je lui paie ces 100 000, il est parti, les autres qui viennent 80 000, 20 000, ils n'ont rien si je n'ai rien. À l'impossible, nul n'est tenu. Parce qu'ils n'ont aucune garantie. Le seul garantie qu'ils ont, c'est la consistance de mon patrimoine. Si dans mon patrimoine, il n'y a pas quelque chose qu'ils peuvent se dire, celui qui arrive en dernier lieu risque de ne pas être payé. C'est pourquoi, généralement, quand vous prêtez à quelqu'un, vous souhaitez une garantie. Je vous prête 100 000, mais je dis il faut que M. Badji soit ma caution. Au cas où vous ne payez pas, je demande à M. Badji. Je vous prête 10 millions, il faut que vous me donnez en garantie votre maison. Au cas où vous ne payez pas, je vends la maison pour récupérer les 4 millions ou 10 millions que vous avez. Lorsque vous n'avez aucune garantie, on vous appelle le créancier chirographaire parce que votre paiement dépend de la consistance du patrimoine du débiteur. Ce que vous trouvez dedans, s'il n'y a rien, vous risquez de ne pas être payé. Ok? Lorsque j'ai un contrat avec Y, mais dans le même temps, je dois à Z 80 000. Celui à qui je dois 80 000 est un tiers par rapport au contrat qui me lie avec Y. Mais il a une créance sur moi. L'exemple que je vous ai donné, je dois lui payer ses 100 000 le premier. Vous me devez 100 000 payables le premier. Si moi je ne demande pas mes 100 000 le premier à vous, lui il peut vous le demander pour que vous me payiez. Lui il se fait payer. C'est un créancier, pourtant, mais c'est un créancier qui va faire. La loi, pour le protéger, lui permet d'agir contre le débiteur de son débiteur pour l'amener à s'exécuter. Ok? Vous ajoutez, il y a aussi les ayants cause à titre particulier, rapport au contrat de bail qui lie le propriétaire ancien avec le locataire. Et en cause à titre particulier, parce qu'il a acquis un bien déterminé de l'une des parties au contrat entre le bailleur et le locataire. On l'appelle ayant cause à titre particulier. À l'égard de ces gens-là, en principe, on devrait appliquer le principe de la relativité des conventions. La logique aurait voulu que l'on dise, l'ayant cause à titre particulier, le créancier chirographaire, ce sont des tiers, on leur applique le principe de la relativité des conventions. Mais la loi apporte quelques tempéraments.
en permettant au créancier chirographaire, par exemple, d'agir contre le débiteur de son débiteur, en permettant parfois, dans certains cas, à ce que l'ayant cause à titre particulier soit tenu de respecter un contrat qu'il n'a pas souscrit. C'est l'exemple que je vous ai donné tout de suite. Lorsque l'immeuble loué a été vendu, lorsque l'entreprise a été vendue, le nouvel acquéreur, le nouvel employeur est tenu de respecter les contrats de travail conclus par son débiteur. Le créancier chirographaire peut agir contre le débiteur de son débiteur pour l'amener à s'exécuter. Ça, c'est quelques tempéraments, ce n'est pas de véritable exception, sauf si la loi dit expressément. Ok? Je ne sais pas s'il faut le parler des groupes de contrats. Alors, vous ajoutez une autre. C'est un accord conclu entre l'employeur ou un groupement d'employeurs et les syndicats et qui porte sur les conditions de travail. Une fois que l'accord est signé, il s'applique même à ceux qui ne sont pas signés par les salariés. Lorsqu'un employeur signe une convention collective, la convention est applicable à tous les salariés de son entreprise. C'est une véritable dérogation à l'impératif parce que des personnes qui n'ont pas conclu une convention vont être obligées d'appliquer, de respecter une convention. Donc ça permet d'uniformiser les règles de droit du travail, la convention collective. Donc les salariés, dans leur syndicat, vont signer avec un employeur déterminé ou avec un groupe d'employeurs une convention collective qui régit tout le rapport de travail. De plus en plus, l'essentiel des contrats de travail sont soumis à des conventions collectives. Il y a au Sénégal ce qu'on appelle la convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal, qui s'applique à toutes les entreprises qui sont installées au Sénégal et qui a pour vocation d'uniformiser ou d'harmoniser les règles applicables aux salariés. Donc la convention collective est une exception à la relativité des conventions parce qu'elle va s'appliquer même à des gens qui ne l'ont pas conclu. Elle va s'appliquer à des salariés qui ne l'ont pas signé, mais elle s'applique à eux parce que leur employeur l'a signé ou parce que le syndicat dont ils appartiennent a signé la convention collective. Ok? Ça, on le voit en droit du travail, donc on n'insiste pas. Par contre, sur le quoi il faut insister, c'est petit a, la stipulation pour autrui. Avec la compagnie, une police d'assurance vie. Tous les mois, je dois payer 10 000. Si moi, je ne paye pas tous les mois 10 000, et je décède, la compagnie va opposer à la personne désignée comme tiers bénéficiaire que je n'ai pas payé ce que je devais payer. Donc elle refuse de s'exécuter. C'est pourquoi on dit, le premier temps, pour opposer au tiers bénéficiaire les exceptions qu'il aurait pu opposer au stipulant. Moi, je n'ai pas respecté mes engagements en tant que stipulant. À mon décès, la compagnie peut dire au tiers bénéficiaire désigné, je ne m'exécute pas parce que le stipulant lui-même n'a pas exécuté ses engagements. Donc, le premier temps, pour opposer au tiers bénéficiaire les exceptions qu'il aurait pu faire valoir contre le stipulant. D'accord? Vous avez compris ça? Prof, je vais m'arrêter là sur la stipulation, quitte à ce que tu comprennes plus tard, pour aborder la promesse de porte-fort. B, petit b, la promesse de porte-fort. Personne n'a posé de questions sur ça, je trouve. Bon. Il y a quelqu'un qui demande si la promesse de porte-fort concerne uniquement le cas de la vente. Mais non. J'ai donné le cas de la vente parce que c'est le plus concret là. C'est facile à savoir. Ça peut être n'importe quel contrat. Vous vous engagez à ce que votre ami va louer un immeuble à face. Promesse de porte-fort. Vous vous engagez à tellement de choses à construire, à faire construire une maison par exemple. Ça peut être n'importe quel contrat. J'ai donné l'exemple du contrat de vente parce que c'est le contrat le plus usuel là, que tout le monde connaît. Mais le contrat de porte-fort, la promesse de porte-fort peut porter sur n'importe quel contrat. Alors, il aborde des questions sur le contrat par correspondance. Alors, il y a deux questions sur le contrat par correspondance. Article 82 du COCC. Vous êtes à Ziguinchor, vous publiez dans le Soleil que vous vendez votre véhicule. Monsieur Faye à Dakar veut acheter le véhicule. Il a vu l'annonce aujourd'hui dans le Soleil. Il me répond par mail qu'il accepte le véhicule que je vends aux conditions précisées. Disons, je vends mon véhicule 5 millions.
C'est une Mercedes E200, 5 ans d'âge, couleur noire, automatique, gasoil. 2002. Je fais l'annonce dans le soleil. Faye à Dakar me répond aujourd'hui par mail. Monsieur Ndiaye, j'accepte d'acheter le véhicule que vous vendez au prix convenu avec toutes les statistiques. D'accord. La question est de savoir à partir de quand le contrat est formé entre Faye et moi. Il y a des théories. Il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'émission, en vertu de laquelle le contrat s'est formé dès que M. Faye a répondu. C'est-à-dire quand il a fait son mail, il l'a envoyé, même si je ne l'ai pas reçu. Théorie de l'émission. L'autre théorie dit, non, le contrat est formé quand moi, qui ai fait l'annonce, j'ai su que quelqu'un a dit oui. Théorie de la réception. Schématiquement, il y a ces deux théories avec des sous-variantes. C'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais il faut retenir ça. Théorie de l'émission, qui considère que le contrat est formé dès lors que l'acceptant a donné son accord. Théorie de la réception, le contrat est formé quand l'offrant saura que quelqu'un a dit oui. Réception, émission. Alors, quelle théorie choisir? En droit français, il n'y a rien dans les textes. C'est la jurisprudence qui a vacillé, qui a oscillé. Pendant un certain temps, la France dit c'est la théorie de la réception, d'autres fois c'est la théorie de l'émission. Ensuite, c'est un problème de fait qui appartient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Mais la tendance contemporaine, c'est de considérer aujourd'hui que c'est la théorie de la réception qui est la plus logique. Parce que si vous estimez que c'est la théorie de l'expression, ça signifie que vous allez dire que moi, je suis obligé alors que je ne sais pas que quelqu'un a dit oui. Quand vous me dites que je suis engagé dès que Faye a dit oui, alors que moi je ne sais pas que Faye a dit oui, vous allez m'obliger à respecter un contrat pour lequel je n'ai pas répondu. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors que si vous acceptez que le contrat est formé quand je saurai que quelqu'un a dit oui, là, je sais que quelqu'un a dit oui, le contrat peut être formé. Donc la tendance contemporaine au niveau international, c'est la théorie de la réception, et même le WADA a consacré la théorie de la réception. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le COCC? Dans le COCC, c'est une bizarrerie. Le COCC dit, article 82, je vous le cite. L'article 82 dit, entre absents, d'abord entre absents, alors que l'absent c'est pas ça. Entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu de l'acceptation. Alinéa 1. Entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu de l'acceptation. Donc, dans mon cas, moi qui suis à Ziguinchor, qui vend mon véhicule, et Faye qui répond à Dakar, le contrat est formé au moment où Faye a dit oui. Vous avez compris ça? Alinéa 1. Mais comme l'alinéa dit, comme entre personnes présentes. Or, entre personnes présentes, quand moi je dis oui, l'autre sait que je dis oui. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas là. Si ça se forme comme entre personnes présentes, quand moi j'achète une bouteille de boisson, je donne l'argent, on me donne la bouteille, tous les deux on sait qu'on a dit oui. Ça ne peut pas se former comme ça. Or, l'alinéa 1 dit, entre absents, ça se forme comme entre personnes présentes. Or, dans le cas de personnes présentes, le problème ne se pose pas parce que chacun sait que l'autre a dit oui. Et l'alinéa continue au moment et au lieu de l'acceptation. Ça signifie quand M. Faye aura dit oui, moi je suis déjà tenu. Mais ce qui rend plus complexe la situation, c'est l'alinéa second. L'alinéa second dit cependant. Or, quand on dit cependant, c'est pour apporter une solution contraire. Mais l'alinéa 2 dit cependant, si l'offre est acceptée tacitement, le contrat se forme au moment où l'acceptation tacite est réputée être intervenue. La même chose. L'alinéa dit cependant pour dire la même chose. Cependant, quel que soit alpha, ce sera toujours le moment de l'acceptation. Ça n'a pas de sens, ça. Alors, on s'est demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Pierre aussi a essayé de donner une interprétation. Mais il ne faut pas entrer, quand on est en deuxième année, il ne faut pas entrer dans ces débats-là. Il faut savoir ce que chacun dit, et puis vous verrez plus tard, quand vous serez en maîtrise ou en master, vous allez réfléchir sur quelle est la position à prendre. Mais là, pour le moment, il faut savoir que l'article 82 est mal rédigé. En tout cas, ce n'est pas très clair. C'est parce que ce n'est pas très clair qu'on en discute. Mais il faut aussi retenir que la tendance internationale, c'est la théorie de la réception. Dans le droit Hawada, par exemple, etc.
Mais que l'article 82, lui, on peut contester, on peut discuter sa teneur. Il y a deux théories, émission, réception. Ok? Bon. Il y a quelqu'un qui me demande de revenir sur l'action booléenne. L'action booléenne, c'est l'action qui est accordée à un créancier de demander la révocation des actes frauduleux commis par son débiteur. Je prends un exemple terre à terre. Moi, je n'ai comme patrimoine, le seul patrimoine que j'ai, moi, en tant que chômeur, c'est un poste téléviseur noir et blanc. C'est tout ce que j'ai dans mon patrimoine. Et peut-être les habits que je porte. Mais vous m'avez prêté 100 000 que je dois payer le 1er mai. Si le 1er mai arrive, vous me demandez 100 000, je n'ai pas 100 000. La loi vous donne la possibilité de saisir mon poste téléviseur, de le vendre et éventuellement de récupérer sur le produit de la vente. Mais moi, comme je ne veux pas que vous saisissiez mon poste, je donne à ma sœur. Donc quand vous arrivez, il n'y a rien. J'ai fraudé à vos droits. Parce que si le poste était là, vous l'aurez saisi, vous l'aurez vendu et vous serez payé. Or, il y a un principe en droit qui dit nul ne peut faire des libéralités tant que lui-même n'est pas libéré. Nemo liberalis, nisi liberatus. C'est pas logique. Vous devez de l'argent et vous donnez. La loi, dans ce cas, présume que l'acte de donation est un acte frauduleux. Comme c'est frauduleux, on permet aux créanciers de demander l'annulation. Or, quand il y a annulation, rétroactivité, retour dans le patrimoine du débiteur, et puis le créancier saisi pour se faire payer. L'action booléenne, c'est l'action accordée aux créanciers pour lutter contre les contrats frauduleux commis par son débiteur dans le but de lui porter préjudice. Vous avez compris? Ça tend à annuler les actes frauduleux accomplis par le débiteur qui portent préjudice aux droits du créancier. Action booléenne. Nul ne peut faire des libéralités tant que lui-même n'est pas libéré, nemo liberalis, nisi liberatus. Vous ne pouvez pas devoir de l'argent et vous permettre de faire une libéralité. On est suspicieux. On se dit, c'est pas clair ça. Vous me devez de l'argent et vous donnez 100 000 francs à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Alors que vous ne pouvez pas payer. Donc on permet de faire annuler le compte. C'est ça l'action politique. Mais ça, on présume qu'il y a fraude quand c'est un acte à titre gratuit. Quand c'est un acte à titre gratuit, on présume qu'il y a fraude, mais quand c'est un acte à titre onéreux, il faut prouver qu'il y a fraude. Ok? Alors, il y a quelqu'un qui me demande est-ce que vous pouvez revenir sur la formalité particulière portant sur la promesse synagmatique de vente portant sur un immeuble immatriculé? Alors, si certainement on vous a dit que le principe en matière contractuelle, c'est le consensualisme. C'est-à-dire, les contrats se forment librement. On n'a pas besoin d'écrit. Mais il y a certains types de contrats pour lesquels on exige un écrit, à peine de nullité. Dans le cas, le contrat n'est pas consensuel, il est solennel. Lorsqu'on exige une formalité particulière pour un type de contrat déterminé, le contrat en question est un contrat solennel, un contrat pour lequel on exige une formalité particulière sans laquelle le